Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunetjin. Je vais mettre une petite musique, tiens, je vais mettre que la musique. Tiens, celle-là. Voilà, mettre un petit fond, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer bien sûr une bonne journée, que le week-end arrive. Enfin, j'ai envie de dire, eh oui, on avait tellement attendu ce week-end. Il était tellement long, on a dit, mais tu viens quand week-end? Et là, il a fait. Bon, j'allais faire du Léori. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc, il est temps maintenant de passer, comme vous le savez tous, à la Foot Zone. La Foot Zone qui a atterri donc du côté du stade du Roudourou, avec donc la France qui est en amical pour affronter les Islandais. Alors, les Islandais, on va pas trop en parler. Hein. C'est pas parce que j'aime pas les Islandais, hein, loin de là. Alors, je baisse un peu. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai rien contre les Islandais, d'ailleurs je les félicite d'ailleurs pour leur excellent match qu'ils ont fait contre les Français, mais on va pas se mentir, ce qui nous intéresse principalement, c'est le match de l'équipe de France. Alors après, juste après, je ferai un aparté très rapide sur le match. Alors, je parlerai pas de l'Arabie Saoudite parce que j'ai pas assez d'informations politiques pour le moment pour vous en parler, mais je parlerai un petit peu du soupçon de match truqué qui oppose donc le Paris, qui pourrait être lié à PSG Belgrade. Donc le score c'était 6-1. On va bien sûr regarder, on va bien sûr analyser tout ça. Et justement, est-ce que peut y avoir des sanctions par rapport à tout ça? Ça ne sera que mon avis et on verra justement comment ça va se passer. Donc en tout cas, pour ce match qui a été haut en couleur et franchement, on a assisté à une très belle prestation des Islandais. Et il faut le dire, moi je suis désolé de le dire, et même si vous n'avez pas envie de le dire, et ben je vais le dire, la France a fait un très mauvais match hier soir. Je sais que ça peut pas, je sais que certains, quand on commence à critiquer l'équipe de France, bizarrement, depuis d'ailleurs qu'on est champion du monde, on a tendance à dire qu'on n'est pas des bons gars, qu'on est de la merde, nanani, nanana, et ben il faut aussi reconnaître que quand on est nul, eh ben on a été nul. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match, puisque ça s'est notamment assez dégoupillé assez vite. Nous avons eu plusieurs belles occasions du côté islandais. Alors la France dominait bien au début, avec plusieurs occasions. On notera justement à la 19e minute à la tête de Griezmann qui a fui le poteau. Mais après, but de l'Islande, nous sommes à la 30e minute. Kipembe qui perd un ballon sur un poteau de corner. C'est récupéré par Figbox Gasson. L'attaquant islandais, il arrive à la surface, il sert en retrait à tout simplement un joueur qui est totalement seul, c'est Black Nyson, le frappe, Hugo Lloris, 1-0. En tout cas, bon, Antoine Griezmann essaiera de réagir, mais finalement non, parce que malheureusement, Ousmane Dembélé échouera face au portier islandais, très bon d'ailleurs. Et là, à 38e minute, on se dit que le tournoi du match va avoir lieu. Hugo Lloris dégaine une quadruple parade. C'est, voilà, avec des corps, machin, il a vraiment sauvé l'équipe de France dans ce match. C'est la mi-temps, et là on se dit que c'est quand même la merde. Et finalement, il y a des changements qui sont faits. Alors clairement, voilà, parce que voilà, il faut faire du poste pour poste. Et il se passe que la France arrive avec de meilleures intentions. Pogba qui essaye. On a aussi l'arrêt de Dalot-Dorson, avec la tête de Griezmann qui justement bien avec un beau plongeon. Et là, 2-0. Et oui, 2-0. L'Islande qui double la marque. Arnason réussit à gagner son duel encore face à Presnel Kipembe. Tête croisée, 2-0. Et là, on se dit que les carottes sont cuites. Ça va être compliqué. Didier Deschamps décide à la 60e minute de remplacer Thomas Lemar et donc faire rentrer Thomas Lemar et Kylian Mbappé, qui n'étaient pas titulaires dans ce match, hein, clairement. Et donc il y a quelques occasions, et là à ce moment-là, nous avons Paul Pogba qui rentre également avec Dimitri Payet et Togi Ndombele, d'ailleurs qui fera sa première sélection. Tout avance, et la 85e minute, but contre son camp d'Olmar en Ejjolfsson, j'adore les noms islandais, c'est magnifique, 2-1, et là à ce moment-là, 2-2, penalty pour la France, et oui la main de Sigurdsson, avec donc Kylian Mbappé qui transforme 2 partout. Alors clairement, on ne va pas faire les fanfarons, on n'a pas été à la hauteur de ce match. Ceux qui viennent me voir, ils me disent « Oui, non, mais voilà, c'est parce que c'était un... » On s'en fout. C'était un match
nul. On s'est planté. Et je viens de me... Oh, c'est bon. Je viens de me... Voilà, clairement. Et c'est pas être méchant, c'est pas être anti-français, c'est pas dire à un moment donné certaines choses, de dire clairement qu'on s'est planté. Le match était nul, on n'a pas passé un bon match, les actions étaient mauvaises, tout était de mauvaise qualité. Alors, clairement, moi j'aime pas ce genre... De toute façon, j'aime pas ce système de dire... Parce que avant, on pouvait taper sur l'équipe de France, parce que l'équipe de France ne perdre tous ces matchs. Mais maintenant qu'ils sont champions du monde, on n'a plus le droit de les critiquer. À un moment donné, ils n'ont pas été bons. Alors bien sûr, on va décortiquer... En français, on fera un top et un flop, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais on va commencer bien évidemment par parler du gardien. Hein, bien sûr, Hugo Lloris. Alors Hugo Lloris, il n'y a rien à dire. Hein. Hugo Lloris, il était là, il était présent. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il faut l'avouer, bah Hugo, c'est quand même du très lourd. Et c'est quand même un... Ah putain, je vais baisser un peu le son parce que je trouve ça un peu fort. Voilà, c'est un peu mieux. Parce que clairement, on avait vraiment une belle prestation d'Hugo Lloris, il n'y a rien à dire. Au niveau du système défensif, on va commencer déjà à gueuler. Pavard, c'était pas ça. Varane est un peu tenu. Ah, ta gueule, putain. Voilà. Je m'énerve. Varane, c'était sans plus, clairement. Mais alors, Digne, c'était pas mal, honnêtement. Moi, j'ai trouvé... Alors, il n'a pas fait non plus beaucoup de phases offensives, mais il a été présent. Mais alors, Kipembe, ça a été une catastrophe. On en parlera plus en détail dans les flops. Au milieu de terrain, Nzonzi et Pogba, c'était bien, clairement. Par contre, le système offensif des Français, eh ben, on a envie de dire... Eh ben, heureusement qu'on a un mec qui s'appelle Kylian Mbappé. Parce que si Ousmane Dembélé a pas été ridicule, hein, il a fait son match, d'ailleurs il aurait pu marquer son but. Griezmann je l'ai trouvé un peu brouillon. Thauvin qui avait peut-être sa chance pour marquer l'événement, d'ailleurs il remplaçait Kylian Mbappé à ce poste, a été inexistant. Et que dire de Giroud? Alors Giroud c'est particulier, on parlera plus d'ailleurs les top et les flops par rapport à tout ça. Mais clairement, moi je pense que parfois il faut juste réaliser une chose. C'est pas parce que tu es champion du monde, déjà d'une que tu n'as pas le droit d'être critiqué, mais que ça veut dire que les adversaires ils vont te dire ok t'es champion du monde, on va rien faire. C'était un match amical, alors certains diront sans doute que c'était un match amical, on verra d'ailleurs le prochain match des Bleus qui sera donc face à l'Allemagne. Là je vais attendre de voir comment ça va se passer, mais je pense que qu'on appelle l'état de grâce français est terminé, qu'il va peut-être falloir mettre ce qu'on appelle le bloc de chauffe. Le bloc de chauffe parce que si ils se disent on va cligner des yeux et ça va se passer comme du beurre, je pense qu'ils sont loin du compte. C'est la France, c'est une équipe qui a gagné la Coupe du Monde avec énormément de réussite. Je sais que certains oublieront sans doute ça parce qu'ils se diront oui on est champion du monde, on est champion du monde. Mais je rappelle qu'on a gagné, mais on va pas faire le fanfaron. On va se faire discret, on va se faire la modeste parce que c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, et moi je serais très curieux de voir ce qui va se passer contre les Allemands. Parce que si les Allemands se réveillent, d'ailleurs ils ont fait un match nul, et si les Allemands réussissent un sacré coup, faudra pas venir pleurer. Parce que moi, je pleurais pas pour ça. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va passer à la suite, bien sûr, on va passer au top et au flop. Je les ai pas, voilà, j'ai pas fait d'animation, j'ai fait ça vite fait. Alors, au niveau des tops, alors j'ai pas mis d'Islandais parce que clairement j'aurais pu en mettre pas mal. Qu'on soit clair là-dessus, il y avait un paquet d'Islandais qui auraient pu être désignés. Je pense par exemple au gardien Runarsson. Je pense notamment à Lidersson qui a été très bon. Je pense à Anarsson qui a été très bon aussi. Je pense bien sûr à Sigurdsson qui a été un peu en difficulté mais qui en est bien sorti. À alors par contre Sigurdsson qui est le seul truc qu'on pourrait juste... Sigurdsson, pardon. Voilà, qui n'a pas été mauvais. Finnbo Gadsson qui a été très bien. De toute façon, les buteurs et tout ça ont été très bons. Franchement, les Islandais ont été là. J'ai surtout voulu mettre en avant quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié. C'est Sigurdsson, le joueur d'Everton. J'ai trouvé que face à des joueurs quand même comme Nzonzi et Pogba, je l'ai trouvé très technique. Je l'ai trouvé
très présent. C'est lui d'ailleurs le passeur décisif du second but. C'est lui qui, franchement, réussit toujours, a notamment fait a bien illuminer le jeu. Il a fait un vraiment très bon joueur, Sigurdsson. Au niveau des autres, bien évidemment, j'ai parlé surtout français parce que si je vous annonce le top de Barnason, vous allez un peu rien à foutre. Hugo Lloris, clairement, parce que Hugo, il nous sauve le match. Parce qu'on s'est moqué de lui par le fait que, malheureusement, il a eu quelques petits déboires. Mais je peux te dire que ce mec-là, Hugo, il te sauve le match, il te sauve les marrons. Et s'il y a 2-2 à la fin du match, on le doit à lui. Parce qu'il y a il y a le quadruple arrêt. Il y a des arrêts très déterminants qui ont été faits par Hugo. Et bravo à lui. Le deuxième, vous en doutez tous, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Ça se demandait si Kylian Mbappé est en train de devenir limite le sauveur ultime de l'équipe de France. Comme il est le sauveur ultime du Paris Saint-Germain quand il était rentré face à Guingamp. C'est paradoxal. Le gamin, il a 19 ans. Et déjà, on a l'impression qu'il porte l'équipe de France sur ses épaules. Celui qui doit être porté l'équipe de France sur ses épaules, c'est un collectif. C'est ce qu'il nous avait expliqué. Griezmann, ça n'a pas été folichon. Pavard, ça n'a pas été folichon. Attends, tous ceux aujourd'hui qui sont... Il faudra se poser la question d'ailleurs de Pavard, parce que je vais en parler quand même de Benjamin Pavard. Je pense qu'à un moment donné, c'est à se demander si, peut-être, je dis ça comme ça, il n'y a pas des joueurs aujourd'hui qui sont en méforme. Mbappé, c'est pas le cas, mais Griezmann, on le sait, l'Atlético a eu quelques difficultés, bon ça va un peu mieux, mais c'est pas le Griezmann qu'on connaît depuis quelques temps. On a Thomas Lemar qui est arrivé, c'est pas mauvais mais sans plus. Giroud, c'est un bon joueur, mais on voit bien que, voilà, on va parler bien sûr de tout ça. Mais je pense que Didier Deschamps, faut pas qu'il oublie que oui, il a un groupe qui a été champion du monde. Mais il faut pas oublier que le groupe, il a le mérite d'être renouvelé. Parce que là, s'il prend les 23 de l'équipe de France de 2018 et il se dit, tiens, je vais les emmener en 2020 et on va les faire gagner, il va dans un mur. Mais alors le mur, il est tellement épais que c'est donné. D'ailleurs, celui qui a pour ainsi dire tiré les marrons du feu par rapport à ça, c'est Tanguy Ndombele, que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé très percutant, et que sans doute, moi je trouve qu'il a cette capacité à aller de l'avant. Je pense que Tanguy Ndombele, faudra peut-être y réfléchir, voilà, par rapport à ça. Voilà. Au niveau des flops, je vous les donner. Alors, Giroud, je l'ai mis en 3, parce que, clairement, c'est un monsieur... Alors, il a la Cavani, c'est-à-dire, j'explique à Cavani. C'est un joueur qui, au niveau de débauche d'énergie, est incroyable. Le mec, il revient, il défend, il fait tout ça. Mais alors, devant, il n'est pas là. Olivier Giroud. Et le problème, c'est que quand l'équipe de France n'est pas bien, son apport offensif est tellement inexistant par deux raisons. La raison négative, c'est que forcément, il ne crée pas d'occasion. Mais surtout, la deuxième raison, c'est qu'il défend beaucoup. Il défend peut-être trop, d'ailleurs. Et c'est souvent d'ailleurs révélateur que Olivier Giroud, alors c'est pas non plus, c'est un bon joueur, clairement, c'est un joueur, parce que les gens qui se foutent de sa gueule en disant le mec il est pas capable de cadrer un but, mais j'ai juste envie de leur dire à ces gens-là, mais Olivier Giroud, regardez juste l'abattage défensif qu'il fait, mais offensivement, il doit être plus présent, parce que là clairement c'est problématique, et je pense d'ailleurs voilà, c'est compliqué pour lui. Le deuxième, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin, c'est compliqué quand même pour lui parce qu'il avait vraiment une carte à jouer dans ce match. Il avait vraiment une carte à jouer dans ce match parce que tout le monde était là en train de dire, bon allez, avec la non-présence de Kylian Mbappé, on sait qu'il avait une petite gêne à la cuisse. Florian, il avait la possibilité de faire quelque chose. Et finalement, il n'a rien fait. Il a rien fait, il a absolument pas percuté. La seule chose qu'il y a eu, c'est une frappe cadrée du 7ème minute. Qu'on soit clair là-dessus, c'est trop peu. Sur le côté droit, c'était mauvais. Et d'ailleurs, c'est pas terrible, honnêtement. Florian Thauvin, s'il y avait un match où il aurait pu limite essayer de voler une chose, c'est là. C'est là, parce qu'on l'attendait dans ce match. On l'attendait dans son apport offensif. Mais voilà, clairement, j'ai été déçu par rapport à ça. Et enfin, le premier, vous le voyez, c'est Presnel Kimpembe. C'est terrible quand même, parce que je le mets flop dans le match de Lyon. Et là, je le mets flop encore, mais en numéro 1. Les 2 buts, ils sont pour lui.
Il perd un ballon à la première minute. Au premier but, il perd un ballon. Le deuxième, il se fait battre dans un corner. Les actions, elles ont été mais catastrophiques. Où est Presnel Kimpembe? Le joueur qui devait, à la limite, révolutionner le Paris Saint-Germain, dont on lui a donné une place de choix cette saison, en mettant Marquinhos devant. Ce mec-là doit être le défenseur numéro 1 qui doit succéder à des joueurs comme Adil Rami, des joueurs comme Umtiti ou Raphaël Varane. Le gamin, il a quand même, alors je vais vous donner son âge, comme ça vous aurez un ordre d'idée, il a 23 ans. C'est le successeur, c'est le nouveau. Presnel Kimpembe, c'est le nouveau. Et pourtant, c'était pas bon. C'était pas bon. Franchement, c'est... L'absence d'Umtiti, il s'est senti là. Et je vais voir qu'est-ce que va faire. Alors, contre les Allemands, j'ai peur. Parce que j'ai rien contre... Alors, clairement, on va pas commencer parce que je sais ce que vous allez me dire. Ouais, vas-y, tu t'en de critiquer Presnel Kimpembe. Vas-y, ça anti-parisien. Non, il a pas été bon. Est-ce que c'est un crime de dire qu'il a pas été bon? Il a pas été bon. Il a 2,5 sur Foot Mercato et je parle même pas des autres. Alors, tu vas me dire, oui, Foot Mercato, c'est pas une référence. Mais deux buts de lui. Et il va affronter l'Allemagne. L'Allemagne, donc je sais pas ce qu'elle a fait, l'Allemagne d'ailleurs, je vais regarder ce qu'elle a fait, l'Allemagne. Je vais vous trouver justement ce qu'a fait l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, va falloir les gérer les Allemands. Hein. Et je peux te dire, bon après ils vont aller, ça va être au Stade de France, je crois. Alors est-ce que ça va pouvoir donner? Alors, ils ont fait quoi les Allemands? Ils ont battu le Pérou. Hein. Alors, match avec Pays-Bas. C'est samedi, ils jouent. Alors ce soir, enfin demain, ils jouent contre les Pays-Bas. Moi je vous dis, j'espère que ça va se réveiller. Parce que là, clairement, ça va être une branlée et ça va être dur à digérer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc on va parler très rapidement de la situation, de ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé très brièvement, comme ça vous aurez une... donc, il se passe que, donc vous le savez, il y a une semaine à peu près, le Paris Saint-Germain affrontait donc l'Étoile Rouge de Belgrade dans la match de Ligue des Champions. Et il se passe que le Parisien ont gagné très facilement, puisqu'ils ont gagné 6 buts à 1 face à, donc avec un triplé de Neymar, etc. etc. Et aujourd'hui, on a appris, donc c'est une information équipe, que l'UEFA aurait avisé les autorités françaises pour l'ouverture d'une enquête sur le possible trucage de match entre le Paris Saint-Germain et l'Étoile Rouge de Belgrade. Je m'explique. Qui a eu lieu donc le 4 octobre, etc. Il faut savoir, donc après ce qu'on sait, ça serait un haut dirigeant de Belgrade, donc un des dirigeants de Belgrade, accompagné de complices, qui aurait misé 5 millions d'euros sur une défaite du club serbe face au Paris Saint-Germain, avec notamment 5 buts d'écart. Ce qui est quand même assez unique, parce que le gars quand même, après voilà, donc ça aurait fait que vous aurez empoché un sacré pactole. Bon. Alors, le Paris, Nasser a pas l'air de trop comprendre, hein, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, l'Étoile Rouge de Belgrade a donc répondu, c'est avec la plus grande stupeur et indignation que nous apprenons nos informations qu'on nous fait part en ce jour. À aucun moment, un membre du club, quel qu'il soit, n'a sollicité pour évoquer des questions autres que celles strictement liées à l'organisation du match, à savoir... Alors, à savoir les réunions, visites et autres déjeuners protocolaires d'usage en marge de chaque rencontre UEFA Champions League. À cette occasion, le Paris Saint-Germain rappelle son attachement... Alors, c'est Paris Saint-Germain qui a parlé d'ailleurs. Rappelle son attachement à un principe fondamental du sport, celui de l'intégrité des compétitions, et en conséquence, un refus de toute forme de pratique pouvant remettre en cause cette intégrité. L'Étoile Rouge de Belgrade d'ailleurs a littéralement démenti aussi, hein, qu'on soit clair là-dessus. Pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, je vois pas dire, il peut pas y avoir d'argent. Enfin, je trouve ça quand même étonnant. Maintenant, il faut comprendre une chose. Je vais vous expliquer comment ça se passe, pourquoi il y a ce soupçon qui s'est créé. Je vous explique. Il y a un mec, admettons, c'est ce qui s'est passé au handball, hein, pour information. Il se passe qu'un mec, un dirigeant serbe, dit, bon bah écoute, je paye 5 millions.
Il se passe que l'autorité de surveillance de la Française des Jeux, je rappelle la Française des Jeux, a tilté un truc et s'est dit tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il a alerté donc les hauts dirigeants en disant attention les gars, il y a un truc qui se passe. Il a indiqué l'UEFA en disant il y a un truc qui se passe, etc. Moi de mon point de vue, il est encore trop tôt pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que clairement, tu ne sais pas si, clairement, les clubs étaient dans la confidence. Alors, a priori, non. Et puis, je vois pas l'intérêt du PSG de tenter un coup comme ça. Belgrade, ça, on ne sait pas. Parce que Belgrade, c'est la Serbie. On sait tous que les paris truqués du pays de l'Est, c'est toujours présent. Ça, c'est pas un truc que je vous apprends. Maintenant, qu'on soit clair sur un truc, c'est que, est-ce que le Paris Saint-Germain ou Belgrade peut être sanctionné? Là, la question va se poser. Parce que si on découvre que... Alors, il va se passer 3 choses. Première chose, le Paris Saint-Germain et Belgrade ont discuté pour se mettre d'accord. Alors, le PSG a dit, vous nous proposez 5 buts, allez, on va se mettre comme ça, on est tranquille. À ce moment-là, le PSG, à la manière de ce qui s'est passé, notamment pour d'autres... À la manière de ce qui s'est passé pour l'affaire OMVA, le PSG sera suspendu de toutes les compétitions européennes tout de suite. Clairement. La deuxième chose qui peut arriver, qui pour moi est tributaire du premier, c'est que les Belgrade, alors ça sera Belgrade. Si c'est les deux, ils seront sanctionnés. Moi, de mon point de vue, je ne pense pas que ça aura des incidences, dans le sens où personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Voilà. Moi, j'espère en tout cas que ça se passera bien. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!